La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Rein. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 12. Préparatifs. Bien que réglé sur Low, la sonnerie du téléphone me fait sursauter. D'autant plus que dans ma demi-rêverie, j'étais encore avec Nathalie, dans l'avion, qui nous a ramenés de Miami il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Je décroche. Allô ? Rin ? C'est la voix du DGA, René Deschamps, mon supérieur direct, celui qui m'a recruté il y a 5 ans. Oui, monsieur. Vous pouvez monter ? Ce n'est pas une question. J'arrive. Le temps de resserrer mon nœud de cravate, de récupérer ma veste sur le dossier de mon fauteuil, et je suis déjà à la porte de mon bureau, prêt à affronter l'atmosphère enfumée de celui de mon patron. J'escalade 4 à 4 les marches de l'escalier qui mène à l'étage au-dessus, celui de la direction. René Deschamps est dans le couloir devant la porte de son bureau, dans lequel je m'attends à le voir rentrer. Erreur, il en sort et de la tête me fait signe de le suivre. Ouf, je viens d'échapper au fumoir. Monsieur Lassalle nous attend. Je fais la grimace, le vice-président. Ce n'est pas bon signe, surtout que je viens tout juste de rentrer du Congo. En général, un problème urgent à régler, ce qui signifie valise à boucler et départ en mission dès le lendemain. La porte du bureau de la secrétaire de Monsieur Lassalle est toujours grande ouverte. Elle est au téléphone et nous fait un petit signe. Vous pouvez y aller. Il vous attend. Deschamps frappe un léger coup à la porte en même temps qu'il entre. Je le suis sur ses talons. Monsieur Lassalle, le vice-président, un petit homme sec et nerveux, d'à peine 1m70, nous accueille. Son bureau est immense, avec une très grande table de travail couverte de dossiers et de parapheurs, une bibliothèque, un canapé et 4 fauteuils. Et dans un coin, une table de réunion au plateau de verre avec une douzaine de chaises. Ah, René, monsieur Rin, bonjour. Entrez, asseyez-vous. Une brève poignée de main, il nous désigne 2 des 3 fauteuils visiteurs disposés devant son bureau. Palissandre ou acajou, je n'ai jamais su. Sans un mot, Madame Lestrade, la secrétaire, remet à chacun une chemise cartonnée. Je ne l'ouvre pas, sachant très bien que l'on n'ouvre aucun dossier en présence de Monsieur Lassalle, qu'il ne l'est autorisé. Le titre me fait sursauter. Ambassade des États-Unis. Et en sous-titre, NASA, mission géophysique. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le dossier, je sais ce qu'il contient. Je prends un air détaché, dont j'espère qu'il pourra donner le change à Roger Lassalle. Ses yeux sont de vrais lasers. Il se dandine un instant sur son fauteuil. Impossible de le vérifier, mais je ne crois pas que ses pieds touchent le sol. Il s'éclaircit la voix. Bien, bien. Je vous ai fait venir parce que j'ai reçu jeudi dernier le courrier dont vous avez un exemplaire dans la chemise qui vous a été remise. Personne ne se risque à ouvrir la chemise. Roger Lassalle n'en a pas donné l'ordre. Nous sommes lundi. J'ai pris le temps de l'étudier et l'affaire me paraissant intéressante, j'ai pensé qu'elle méritait une réflexion plus approfondie. Pour faire court, il y a dans ces chemises un exemplaire de la lettre que m'a adressée l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Après les politesses d'usage, il m'y explique que la NASA, passant par le département d'État, a besoin des compétences d'une scientifique qui se trouve être la propre conseillère de monsieur l'ambassadeur. Deschamps lève un sourcil interrogateur. Et en quoi cela nous concerne-t-il ? Avec un coupe-papier, Roger Lassalle tapote sur le dossier posé devant lui. J'y viens. La mission consiste en une série de prises de mesures et de calculs sur le magnétisme terrestre, au voisinage de 3 points très précis. Or, il se trouve qu'à quelques kilomètres près, ces points correspondent, tenez-vous bien, à 3 de nos plantations. Sanara, Tanjok et Moélé. Deschamps fait une moue de surprise bizarre. Lassalle continue. Oui, vous avez raison.
Mais sans toutefois entrer dans le détail, la lettre explique que ce n'est peut-être pas une coïncidence. Toujours est-il que, dans ces régions, les Américains n'ont aucune infrastructure logistique, et que la personne désignée pour la mission n'a jamais mis les pieds en Afrique. D'où cette lettre, qui est une demande d'assistance. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Non, impossible qu'il se doute. Durant une fraction de seconde, je n'emmène pas large. Cool, Rin, il doit juste penser que tu es pile le profil qui convient pour ce genre de mission. On se calme. Il ouvre le dossier, vérifie brièvement une information, le referme et poursuit. Il va sans dire qu'en cas d'accord, ils sont prêts à dédommager toute entrave pouvant être causée à l'exploitation du fait de cette mission. De plus, il nous demande, dans la mesure du possible, l'hébergement de la scientifique sur les sites et la mise à disposition d'un cadre connaissant bien ces 3 régions et capable de la piloter, tant dans la brousse que dans la jungle des coutumes et de l'administration africaine. Pendant cette période, la mission est prévue pour 4 à 5 semaines. Salaires et charges seront remboursés par leur service, et une prime sera versée au cadre à titre personnel. De plus, il propose 50 000 francs par jour, hors taxes, pour prestations diverses. Ah, j'allais oublier. Il en trouve à nouveau son dossier, jette un coup d'œil sur la lettre. Afin de leur permettre de prendre d'autres dispositions en cas de refus, il demande une réponse écrite ou téléphonique pour mercredi midi, au plus tard. Il toussote. Sans cela, ça ne serait pas des Américains. Voilà, messieurs, je vous laisse prendre connaissance du courrier et j'attends votre avis. Comme un seul homme avec une synchronisation parfaite, Deschamps et moi ouvrons nos chemises respectives. En haut de la page, au centre, l'aigle américain et la devise du pays. Et juste en dessous, en caractère script, US Embassy, Paris. Suit dans un français impeccable le texte dont Roger Lassalle vient de nous détailler la teneur. En fin de la référence courrier, 2 lettres et un paraphe attirent mon attention. NL. C'est Nathalie qui a rédigé la lettre, d'où le français impeccable. Deschamps se gratte le menton d'un air dubitatif. Nous ne sommes pas voyagistes. Lassalle le regarde, amusé. Certes, mais outre le fait que cela ne nous coûte pas un centime, et que nous gagnons même de l'argent, ils deviennent nos obligés, et je souhaiterais tirer parti de cette relation pour accélérer le développement d'Agromeca. L'argument a fait mouche. Agromeca, une de nos filiales, basée en Louisiane, fabrique du matériel spécifique à la culture de la canne à sucre, qui représente 80% de notre activité. Ok, mais quel est le mouton à 5 pattes? Il s'interrompt et se tourne vers moi, au moment même où Roger Lassalle me demande. Que diriez-vous de cette mission, monsieur Rin? Ça doit être dans vos cordes, non? Réfléchissez-y et venez me donner votre réponse avec monsieur Deschamps, avant 16 heures, que je puisse les appeler et confirmer par un courrier, quelle que soit notre décision. Il attend quelques secondes, au cas où il y aurait des questions, et se lève. Cela signifie que l'entretien est terminé. Deschamps et moi descendons l'escalier qui conduit à mon bureau. Sachant que je n'apprécie pas trop l'atmosphère enfumée du sien, il vient souvent y discuter. Il s'installe sur un des sièges visiteurs avant même que je ne sois assis. Que pensez-vous de cette salade? De toute façon, la salle a déjà pris sa décision. Je crois que c'est à nous d'en tirer le meilleur parti possible. Rien ne vous empêche de profiter de cette mission pour approfondir les derniers audits que vous avez réalisés là-bas. Ça remonte à quand? Hormis la mission douane de janvier, novembre pour la préparation des bilans. Il se pince le lobe de l'oreille droite, signe d'intense réflexion. Très bien. Maintenant que les bilans sont bouclés, ils vont un peu se relâcher. C'est le moment de leur tomber dessus, sans prévenir. Bien, monsieur. Donc, vous êtes OK pour ça? Je veux dire, pour jouer les guides touristiques? Surtout qu'avec une scientifique, vous n'allez pas rigoler tous les jours. J'espère seulement pour vous qu'elle n'a pas trop de poils au menton et qu'elle marche sans canne. Ça, c'est bien du Deschamps. Toujours délicat avec les femmes. J'attends le moment où il verra Nathalie. Il va en tomber de sa chaise. Il se lève. On se voit tout à l'heure directement chez Lassalle, à -5. La porte se referme toute seule et je me laisse glisser doucement dans mon fauteuil. Je suis incapable d'aligner 2 idées cohérentes. Le temps de récupérer, je décroche ma ligne directe. Frappe rapide du numéro que je connais par cœur. Une sonnerie. 2. Ambassade des États-Unis. Nathalie Laughlin. Je réponds sur le même ton. ASC, Jean Rin. Attends, je ferme la porte.
Voilà. D'habitude, tu n'appelles jamais le lundi. Tu as de la chance. Je sors juste de réunion. Je ménage mon petit effet. Le président a reçu la lettre depuis jeudi. Ah, je l'avais écrite mardi et je me demandais si l'ambassadeur allait la signer. Il n'était pas très chaud pour me laisser partir un mois. Le boss de la NASA lui a téléphoné et a fini par le convaincre. C'est pour ça que je ne t'en avais pas parlé. Je ne voulais pas te mettre sur le grill. Et comment ont-ils réagi ? C'est positif. La décision définitive doit être prise à 16h, mais je crois que c'est dans la poche. Le vice-président appellera sans doute lui-même, vers 16h30. Un petit silence, puis de nouveau la voix de Nathalie, pleine de soleil. Il appellera sur ma ligne directe. C'est moi qui répondrai. On prendra sans doute un rendez-vous, si possible pour demain, en fin de matinée. Au fait, comment est-il ? Un peu froid, mais très courtoise avec les dames. Au fait, pas de souci qu'il te drague, il est gai. J'aurais été étonné que Nat n'en profite pas pour sortir une vanne. Oh, dommage. J'aurais pu conclure plus vite. Son rire cristallin au bout du fil. Appelle-moi tout à l'heure avant de rentrer chez toi. Je te dirai comment ça s'est passé. Ok, je t'aime, madame la conseillère. Moi aussi, monsieur le Bushman. Un petit bruit de bisous et elle raccroche. J'avoue que pendant l'heure qui reste, je vais être incapable de faire quoi que ce soit. Trop de pensées et d'images se bousculent là-haut, à un point tel que je vais laisser passer l'heure. La sonnerie du téléphone me fait sursauter. Allô ? C'est la voix de Deschamps. Eh bien, Rin, il vous faut un carton ou quoi ? J'escalade les escaliers 4 à 4 et entre dans le bureau du patron en bafouillant des excuses. La salle me coupe et me fait asseoir. Je viens d'en parler à René. Vous êtes donc d'accord pour doubler cette mission d'un audit ? Tout à fait, monsieur. Bien, je vais les appeler et nous allons essayer d'avoir un premier rendez-vous. Il décroche et compose le numéro indiqué sur la lettre. Une sonnerie. Allô ? Bonjour madame, Roger Lassalle, vice-président d'ASC. Je vous appelle au sujet de votre demande d'assistance logistique pour votre mission en Afrique. Ah, c'est vous-même qui ? Très bien. Me permettez-vous de vous mettre sur haut-parleur de manière à ce que mes collaborateurs vous entendent ? Merci madame. Donc, outre moi-même, sont présents monsieur Deschamps, directeur général adjoint, chargé des finances, et monsieur Rin, chargé de la coordination logistique de notre groupe. La voix de Nathalie, très professionnelle. C'est tout juste si l'on décèle une pointe d'accent américain. Bonjour, messieurs. Je suis Nathalie Laughlin, Elle a prononcé Laughlin à l'anglaise. conseillère scientifique de monsieur l'ambassadeur. Je suis géophysicienne de formation et à ce titre ai été pressentie par la NASA pour cette mission. À l'énoncé du pédigré de Nathalie, je vois les sourcils de Lassalle et de Deschamps s'arrondir jusqu'au sommet du crâne. Il n'y a que moi qui n'ai pas réagi. Me serais-je trahi ? Nathalie poursuit. Qu'il me soit permis de vous remercier pour votre amabilité et la rapidité de votre réaction. C'était tout naturel, madame. Nous avons juste pris le temps nécessaire à la réflexion avant de vous appeler. Nous sommes donc prêts à formaliser notre accord concernant votre demande. Mais nous souhaiterions vous rencontrer au préalable. Pensez-vous que cela soit possible demain ? La voix de Nathalie. Sans aucun doute. En fin de matinée, disons 11h30, et nous serions ravis de vous avoir à déjeuner. Chacun entend le sourire dans la réponse. Entendu, pour 11h30. Et pour le déjeuner, ce sera avec plaisir. La salle se penche vers le combiné. Eh bien, c'est entendu. À demain, madame, et bonne fin de journée. Au revoir, messieurs. À demain. Un petit déclic, et la voix de Nathalie disparaît, me reléguant dans le monde réel. Je ne vais pas être plus efficace pour le reste de la journée qu'à son début. Je ne suis déjà plus là, mais quelque part au-dessus de l'Afrique, dans la cabine de première classe d'un DC-10, du TA. Nathalie dort à côté de moi. La matinée du lendemain est interminable. Chargé par la direction d'aller accueillir madame la conseillère, je suis à la réception du rez-de-chaussée, avec un bon quart d'heure d'avance. Je fais les 100 pas devant l'hôtesse, ébahi de me voir si agité. Moi, si calme d'habitude. Enfin, je suppose que c'est comme ça qu'elle me voit d'ordinaire. Par les grandes portes vitrées du sas d'entrée et les baies qui éclairent le hall d'accueil, je vois quelques passants défiler sur le trottoir. Comme toute rue d'un quartier d'affaires, elle ne s'animera vraiment que vers midi, avec l'heure de la pause déjeuner. Pour un début mars, juste avant le printemps, le soleil est de la partie, mais tout le monde porte encore gants et manteaux.
Mon cœur manque se décrocher lorsque je l'aperçois. Manteau gris foncé, col relevé et ceinture nouée à la diable, sur un tailleur pantalon bleu marine. La bandoulière de son sac passée à l'épaule et une mallette de cuir à la main. Elle avance le nez en l'air à la recherche du numéro de l'immeuble. Je suis sur le point de sortir pour aller à sa rencontre, mais me rappelle juste à temps que je suis censé ne l'avoir jamais vue. Ça y est, elle s'est repérée. De son pas de danseuse, elle passe le sas d'entrée, dont les lourdes portes vitrées coulissent pour lui livrer passage. Elle s'avance tout sourire vers le comptoir de la réception. Je sais qu'elle m'a vu, mais elle n'en laisse rien paraître, comme si je faisais partie du décor. Je dois faire un effort considérable pour me contenter de la regarder, comme une simple visiteuse, alors qu'elle s'adresse à l'hôtesse de la réception. Bonjour madame, Nathalie Lackland. J'ai rendez-vous avec monsieur Lassalle, votre vice-président. Parfait, maintenant je peux m'avancer vers elle et lui adresser la parole, sans que cela paraisse suspect. Madame Loughlane ? Bonjour madame, je suis un collaborateur de monsieur Lassalle, Jean Rhine. Nous vous attendions. D'un mouvement gracieux de l'épaule, elle fait passer son sac en arrière et me tend sa main dégantée. À son annulaire gauche, la pierre de soleil brille de mille feux. Quelle imprudence! Je lui ai pourtant dit que la monture n'était pas fiable et qu'elle risquait de perdre la pierre. C'est sa façon à elle de me dire. Nous allons être obligés de nous ignorer pendant tout ce rendez-vous, mais je veux que tu saches que je t'aime. Je n'ai qu'une envie, la prendre dans mes bras et l'embrasser. Mais ses yeux bleus et son visage impassible sont suffisamment éloquents. Nous sommes là pour le travail. D'un signe de la main, je l'invite à avancer et la guide vers les ascenseurs. La porte de la cabine s'ouvre. Je m'efface pour la laisser entrer. Je sais que sitôt la porte de l'ascenseur refermée, je vais faire une bêtise et qu'elle ne va pas aimer. On ne mélange pas. Je n'ai pas le temps de réfléchir une seconde de plus. Sarah, un dossier sous le bras, se glisse entre les deux battants, en train de se refermer, et appuie sur le bouton du deuxième étage. Sarah est la secrétaire du DRH, et il se trouve qu'elle est aussi mon amie, d'où le bisou qu'elle me claque sur la joue. Tu te fais rare ces temps-ci. Une petite secousse, la porte s'ouvre et Sarah sort sur le palier sans se retourner. Bonne journée, passe me voir à l'occasion. La porte de l'ascenseur se referme. Nathalie semble perdue dans la contemplation du plafond de la cabine, et son intérêt ne se dément pas, jusqu'à l'arrivée au 5e. Je passe la tête par la porte du secrétariat, où, comme à l'accoutumée, un bref signe de tête me donne le passage. Je m'efface pour laisser passer Nathalie, et l'inébranlable Madame Lestrade tombe instantanément en catalepsie. Son index reste bloqué sur une des touches de l'IBM, et la boule prise de folie se met à tourner à toute vitesse. Ce soir, Madame Lassalle, comme tout le personnel l'appelle avec ironie, jurera que son patron avait rendez-vous avec une scientifique de la planète Krypton. La preuve, elle porte une kryptonite à l'annulaire gauche. La boule de l'IBM est restée coincée, et je ne vois rien d'autre à faire que de plonger à quatre pattes sous le bureau pour débrancher la machine. Je me relève prestement, prélève un Kleenex dans la boîte posée sur le bureau et m'essuie les mains. La corbeille à papier n'est pas loin. Même pas besoin de viser. Je me penche vers Madame Lassalle. Appelez Lucien, il va vous arranger ça. Pendant cet exercice gymnique de haute technicité, Nathalie est restée impassible, son sourire diplomatique, celui sans les fossettes, plaqué sur son visage. Je frappe pour nous annoncer, ouvre la porte et m'efface pour la laisser entrer. Messieurs Lassalle et Deschamps sont tous deux assis à la grande table ronde de réunion au fond de l'immense bureau. Ils se lèvent avec une simultanéité parfaite, comme si tout à coup leurs confortables fauteuils étaient devenus des sièges de fakir hérissés de clous. Nathalie s'avance vers eux, et je n'ai même pas le temps de fermer la porte. Elle se présente déjà. Messieurs, Nathalie Loughlane. Elle a prononcé Loughlane. Merci de me recevoir. Les messieurs ne sont pas encore revenus de leur surprise. Il est clair que, comme tant d'autres, ils ont du mal à admettre que la jeune femme ravissante qui se tient devant eux puisse être la conseillère scientifique de l'ambassadeur des États-Unis, celle-là même qu'ils avaient au téléphone hier soir. La carte de visite professionnelle qu'elle leur tend, et qui mentionne ses 2 doctorats, achève le chaos. Du coup, j'ai une longueur d'avance, et tandis qu'ils se présentent à leur tour, débarrasse Nathalie de son manteau. Elle me remercie d'un sourire, le premier depuis qu'elle est arrivée. Je me force à rester de marbre, me contentant d'une petite inclinaison de tête.
Outre le trouble que je ressens à la voir dans ce bureau, où je suis moi-même rarement admis, j'éprouve plus que de la fierté à lire une admiration non simulée dans les yeux de mes patrons, y compris Roger Lassalle, que l'on ne peut soupçonner d'avoir quelque attirance pour les femmes. Nat est très belle, et elle en impose. Sa chevelure blonde, que, pour une fois, elle porte complètement lâchée, ce qu'elle ne fait jamais au travail, ressemble à la crinière d'or de Dana, la déesse reine de l'Irlande. À l'invitation de Roger Lassalle, qui, à défaut de son trouble, a surmonté sa surprise, tout le monde prend place autour de la table. Je ne laisse à personne le soin d'avancer la chaise de Nathalie. Elle accroche son sac au dossier, s'assied, met sa mallette sur ses genoux et en extrait 4 dossiers qu'elle pose devant elle. Elle attend manifestement que Lassalle lui donne la parole, ce qu'il fait dans l'instant. Madame, nous vous écoutons. Un bref sourire, elle s'éclaircit la voix, fait passer un dossier à chacun, gardant un exemplaire pour elle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur me charge de vous transmettre ses salutations et ses remerciements, et je me permets de renouveler les miens. Il nous fallait votre accord de principe avant de vous communiquer ces documents. Ils vous seront utiles pour comprendre l'objet et la teneur de ma mission et évaluer l'intérêt que cela peut représenter pour vous. Pendant une demi-heure, s'appuyant sur les documents qu'elle vient de nous remettre, et avec une maîtrise parfaite du sujet, Nathalie expose à son auditoire ce qu'est une anomalie magnétique et les raisons pour lesquelles elle est chargée d'étudier de très près celle de l'Afrique centrale. L'exposé terminé, Nathalie attend poliment d'éventuelles questions. Monsieur Lassalle reste silencieux, absorbé dans une intense réflexion. Ainsi, selon vous, il serait possible que ce genre de phénomène magnétique ait une influence sur l'environnement, et en particulier sur les espèces végétales. Nathalie lui fait la même réponse qu'à moi-même, il y a 3 semaines, à Melbourne. Non, désolé, je n'affirme rien de tel. Je dis simplement que la concentration importante de végétation dans des zones correspondant à certains points particuliers de l'anomalie est remarquable. Je ne dis en aucun cas qu'elle y est liée. Seule une équipe de scientifiques qualifiés en biologie végétale secondée par des agronomes pourrait éventuellement répondre à cette question. Mais ils ne pourront le faire qu'à partir de l'étude que je dois effectuer et qui leur servira de base de travail. Un petit signe de tête de Lassalle, et avec cet air madré que je lui connais bien, Deschamps demande. Vous seriez donc disposé à nous transmettre un exemplaire de votre rapport? La réponse de Nathalie est sans ambiguïté. Du moins tout ce qui ne sera pas classifié. Lassalle marque sa surprise par un froncement de sourcils. Ah, nous n'aurons pas certaines informations? Sourire rassurant de Nathalie. Pas celle qui intéresse le département de la Défense. Vous savez, compte tenu des équipements qu'ils sont appelés à mettre en œuvre, le magnétisme intéresse beaucoup les militaires. Rassurez-vous, tout le reste du dossier vous sera entièrement accessible et je resterai à votre disposition pour d'éventuels compléments d'information. Elle marque une pause, attendant une remarque ou une question, puis reprend. Tout ce que je viens d'exposer, ainsi que les dispositions financières et matérielles, dont nous avons déjà discuté, est formalisé par un contrat lettre valable en droit français et que Monsieur l'ambassadeur a déjà signé. Le document se trouve en partie 4 des dossiers que je vous ai remis. Bien entendu, ce texte n'est qu'une proposition, mais s'il vous agrée en l'état, vous pourrez nous le retourner après y avoir apposé votre cachet et votre signature. Lassalle se frotte le menton. À son regard et à sa mimique, je sais qu'il va me donner la parole. Une remarque, Rin? À l'intérieur, tout au fond de ma poitrine, il y a comme un volcan prêt à entrer en éruption. 4 ou peut-être même 5 semaines auprès de Nathalie à lui faire découvrir ce monde dans lequel je vis. Je ne sais comment je peux bien y parvenir, mais je réponds d'un ton tout à fait neutre et à la limite, indifférent. La géophysique et le droit n'étant pas vraiment mon domaine de compétence, tout ce que je peux dire, c'est que dans la mesure où vous m'en chargerez, je peux garantir à Madame Lachlan. Sans y prendre garde, je viens d'utiliser le gaélique pour prononcer son nom, Lachlan. Toute l'assistance qui lui sera nécessaire pour sa mission. Ce qui signifie, en langage diplomatique, ce n'est pas mon job, et ça me gonfle, mais je suis payé pour ça, et si vous me le demandez, je le ferai. Lassalle et Deschamps me connaissent bien. Je suis certain qu'ils ont capté le message que je voulais leur faire passer, et qui est bien entendu aux antipodes de ce que je pense. Il faut que j'avance masqué par rapport à ma relation avec Nat. Je crois y être parvenu. Sauf que, sans m'en rendre compte, je viens de faire une gaffe. Regard appuyé de Roger Lassalle,
Sourcil interrogateur de René Deschamps. Dans l'instant, je ne comprends pas que c'est ma prononciation gaélique du nom de Nathalie qui les fait réagir ainsi. Merci, monsieur Rin. Sourire de la salle à l'adresse de Nathalie. Ne vous fiez pas à l'air de monsieur Rin, il ne paraît jamais très enthousiaste. Mais quelles que soient les missions qui lui ont été confiées, je l'ai toujours connu très efficace. Nathalie lui rend son sourire, mais avec une lueur d'inquiétude au fond des yeux que je suis sans doute seul à décrypter. Son regard redevient magnétique lorsqu'elle répond à Roger Lassalle en me dévisageant. Je n'en doute pas un instant, et de plus, je trouve Monsieur Rin, comment dit-on en français? Oui, c'est ça, vraiment très rassurant. Ses yeux ne me lâchent pas et deviennent franchement inquisiteurs. Seriez-vous breton, Monsieur Rin? La question manque me laisser sans voix. Oui, en quelque sorte, par mon père. Je fronce les sourcils. Mais pourquoi cette question? Je n'ai jamais vu un tel sourire sur le visage de Nathalie. Serait-elle contrariée? Parce que vous venez de prononcer mon nom sous sa forme gaélique, et comme il se trouve que je suis d'origine irlandaise, cela ferait de nous de lointains cousins. Lassalle et Deschamps, à l'accoutumée toujours très sérieux, ont quelque peine à maîtriser un sourire. Il me semble même voir les épaules de Deschamps tressauter sous l'effet d'un rire muet. Je dois fixer Nathalie d'un air totalement inexpressif. Je viens de réaliser la gaffe que j'ai commise et la façon magistrale et élégante dont elle l'a rattrapée. Son regard incisif me dit « Là, je crois que tu allais te vautrer, mais ne t'inquiète pas, on réglera ça plus tard. » Elle achève d'un air détaché. Je n'aurais pu espérer meilleure escorte. Je ne peux que répondre en inclinant légèrement la tête. Merci, madame. Un ange passe. Sur ce, Lassalle fait un rapide tour de table et, considérant le sujet épuisé, du moins pour aujourd'hui, invite tout le monde à passer des anomalies magnétiques aux anomalies gastronomiques. S'adressant à Nathalie, « J'aurais voulu pouvoir vous inviter au Grand Véfour, mais il n'a pas encore réouvert. Il m'a donc semblé que le Meurice était le meilleur choix, puisque cela vous rapprochera de l'avenue Gabriel. » Je lui laisse le privilège de tenir le fauteuil de Nathalie alors qu'elle se lève, mais à personne d'autre le soin de l'aider à passer son manteau. Il est un peu plus de 12h30 lorsque l'ascenseur nous dépose dans le hall de réception. Aux côtés de Nathalie, avec laquelle il est en grande conversation, Roger Lassalle nous précède. René Deschamps et moi fermons la marche du petit groupe. C'est l'heure de la pause de midi, et le moins que l'on puisse dire est que le hall ressemble un peu à une volière. Mais à la seconde où nous apparaissons, la volière se change en nef de cathédrale. Toutes et tous se figent. Je crois qu'il y a longtemps, très longtemps que l'on a vu le président escorter une femme. Et quelle femme! De celles capables de le faire sourire. Elles doivent se compter sur les doigts d'une main. Dans tous les regards, sur tous les visages, la même question. Qui est-elle? Puis vient la deuxième question. Mais que fait Rin avec eux? Nous sortons sur le trottoir, et avant que les doubles portes de verre du hall ne se referment, je peux entendre la volière du hall se remettre à bruire. Le chauffeur de Monsieur Lassalle est parfaitement synchro, et la Mercedes se range à notre hauteur le long du trottoir. Tandis qu'il tient la portière arrière côté gauche pour son patron, j'en fais autant pour Nathalie côté droit. Elle en profite pour me frôler la main. Deschamps s'installe au volant et je monte à l'avant, à côté de lui. Malgré la circulation très dense à cette heure, le trajet jusqu'à la rue de Rivoli est bien court. Nous stoppons devant le Meurice, et avant même que la voiture ne soit immobilisée, je suis déjà dehors, la main sur la portière de Nathalie. Deschamps tend les clés au voiturier, et Roger Lassalle s'extrait tout seul de la berline, tandis que je donne la main à Nathalie pour sortir du véhicule. Elle passe à me frôler, et dans un souffle, « Tu devrais postuler au Secret Service. T'as le look. » Le Meurice est considéré comme un des joyaux des palaces parisiens, et cette réputation n'est pas usurpée. À peine entrée, Nathalie en a le souffle coupé, et a toutes les peines du monde à cacher son émotion. Manifestement, elle ne connaissait pas, et ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle découvre. Un siècle et demi d'histoire et de luxe à la française vient de la prendre aux tripes. Moi qui la sais si sensible, et qui l'ai vue émerveillée à Fontainebleau, ne peut qu'admirer l'effort surhumain qu'elle fait pour rester impassible. À l'entrée du restaurant, dont le décor est somptueux, le maître d'hôtel, qui a immédiatement reconnu Monsieur Lassalle, et qui vraisemblablement l'attendait, s'empresse de nous guider vers notre table. Le déjeuner va se dérouler tel qu'on peut l'imaginer dans un 3 étoiles Michelin,
Mais ce qui est le plus remarquable n'est pas tant ce qu'il y a dans les assiettes, pas plus que la conversation entre Nathalie et Roger Lassalle, qui évolue des techniques de culture de la canne à sucre au processus de formation des étoiles dans les nébuleuses. Non, ce qui est remarquable, c'est la façon de manger de René Deschamps. Je ne l'ai jamais vu manger autrement que comme un goret, et cela où qu'il soit. Sauf aujourd'hui, les yeux rivés sur Nathalie, il s'applique à imiter chacun de ses gestes. Elle le fascine. Il est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont elle mange. Aucune ostentation dans son port de tête, son maniement découvert et la manière dont elle porte les aliments à sa bouche. Aucune ostentation, mais un charme et une sensualité qui n'appartiennent qu'à elle. Je crois que M. Lassalle a remarqué la métamorphose. Les regards qu'il glisse de Nathalie vers Deschamps et de Deschamps vers Nathalie se passent de commentaires. Le dessert est à l'unisson du repas, léger et savoureux. Ce qui doit être un peu moins léger, c'est la note que Lassalle règle discrètement en glissant une simple carte de visite datée et signée sous la lampe de cristal sur le côté de la table. Prévenu, je ne sais comment, sans doute un code entre le maître d'hôtel et Lassalle, le voiturier au volant de la Mercedes apparaît à la seconde même où nous mettons un pied dehors. Comme prévu, nous déposons Nathalie à quelques mètres de l'entrée de l'ambassade. Je descends le premier et lui ouvre la portière, alors que Roger Lassalle la rejoint sur le trottoir. J'ai déjà donné les instructions nécessaires et nos meilleurs juristes sont sur votre proposition. Vous aurez notre réponse demain, avant midi. Et sachez déjà que vous nous avez convaincus. Madame Locklane, c'était un plaisir. Le plaisir et l'honneur étaient pour moi et merci pour ce déjeuner. C'était absolument somptueux. Elle prend congé, avec un petit mot aimable, tant pour Deschamps que pour moi-même. Mais je suis le seul à capter le bref éclair de son regard lorsqu'elle me serre la main. Tout le monde est déjà remonté en voiture, sauf moi, qui prend prétexte d'un problème de lacet défait pour m'attarder le temps qu'elle traverse. J'en étais sûr, juste avant de disparaître dans l'ambassade, elle se retourne et nous adresse un petit signe de la main. Lorsque je boucle ma ceinture, Deschamps me jette un regard torve et démarre. Le trajet retour s'effectue dans le silence le plus total. Monsieur Lassalle est plongé dans une intense réflexion. Le retour au siège se fait aussi rapidement que l'aller au Meurice. Et, depuis le parking en sous-sol, l'ascenseur nous amène directement jusqu'au 5e. Je ne peux décider de prendre congé de moi-même. Ce n'est qu'arrivé sur le palier du 5e que le président, sortant de sa cogitation, remarque que je suis toujours là. Oh, monsieur Rin, excusez-moi, merci. René vous tiendra au courant, mais normalement, on se voit demain. Il me serre la main et continue vers son bureau. Avant de disparaître dans le sien, Deschamps me regarde avec un sourire narquois. Breton, vraiment. J'aurais plutôt parié pour libano-syrien. Sa porte se referme, me laissant pantois dans le couloir. Je redescends lentement les marches qui me ramènent au 4e. Était-ce un sous-entendu par rapport à ma gaffe ou une simple moquerie ? Avec Deschamps, on ne peut jamais savoir. De retour dans mon bureau, je parviens tout de même à tenir une demi-heure sans décrocher le téléphone. Le temps estimé pour que Nathalie fasse un bref compte-rendu à l'ambassadeur. Une sonnerie. 2. Allô, monsieur Rin? Lui-même, Madame Locklane. Comment avez-vous deviné que c'était moi ? À l'instant où le téléphone a sonné, mon petit doigt était en train de me dire que tu allais appeler. Tout s'est très bien passé, mais sans ta présence d'esprit, je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour expliquer ma prononciation gaélique de ton nom. Ils ne se sont doutés de rien, et puis tu le sais bien, j'adore t'entendre prononcer mon nom de cette manière. Un silence. Allô ? Nat, tu es toujours là ? Oui, j'étais en train d'imaginer que tu m'embrassais. C'était exactement ce que j'étais en train de faire. Oh, à propos, Oui? j'étais très heureux que tu portes ta bague, mais ce n'était pas très prudent. N'oublie pas que la monture n'est pas fiable. Tu pourrais perdre la pierre. J'entends son sourire. Quoi ? Ne t'inquiète pas, j'ai fait changer la monture et j'ai demandé au bijoutier de la reproduire à l'identique, pour rester fidèle à l'original. J'ai choisi de l'or gris comme tu me l'avais conseillé. Je voulais t'en parler, mais avec tous ces préparatifs, ça m'est sorti de l'esprit. Oh, eh bien, tu as fait vite. J'avais tellement hâte de la mettre. Je voulais que tout le monde la voie, que tout le monde sache que je suis aimée par un homme aussi merveilleux que la magnifique pierre qu'il m'a offerte.
Cette pierre n'est pas à mon image, Nat, mais à la tienne. Tu es belle, comme un soleil. Arrête. Je te l'ai déjà dit, les cloisons de mon bureau sont vitrées et mon assistante va me voir rougir. Déjà que tout le monde a remarqué la bague et qu'une de mes collègues m'a même demandé si j'avais un amoureux. Quand je lui ai répliqué d'un air étonné « Non, pourquoi ?» Elle m'a demandé « Alors pourquoi la portes-tu à l'annulaire gauche comme une bague de fiançailles ?»« Oh, je vais être obligée de raccrocher. J'ai de la visite. Je t'aime. » Moi aussi, je t'aime. Un déclic et la tonalité. Je ne sais même pas si elle a entendu mon « je t'aime ». Je repose doucement le combiné, bascule le dossier de mon fauteuil et ferme les yeux. Je n'arrive pas à m'imaginer que, dans une dizaine de jours, nous serons assis, côte à côte, dans le voluté à Paris, Djamena.